nombre d'autres depuis hier matin. Bonjour. Alain Prochian. Bonjour, donc merci de cette invitation, merci Daniel Naon. Merci aussi d'avoir m'avoir autorisé à changer de jour pour des raisons qui étaient incompatibles, de calendrier incompatible. Donc je vais démarrer tout de suite en revenant un tout petit peu sur l'histoire de Sapiens, si vous le voulez bien. Chez les primates, il y a une règle qui est assez classique, c'est que la taille du corps est proportionnée à celle du cerveau. Pour des raisons qui sont assez compréhensibles, c'est que finalement, un cerveau, ça sert à bouger, et que c'est un système sensoriel et moteur qui fait qu'on se déplace en fonction des informations qui viennent de l'extérieur. Attraper un poisson ou fuir un prédateur, c'est toujours une information qui est transformée et qui est transformée par un système nerveux. Donc, si vous appliquez cette loi de proportionnalité, Sapiens devrait avoir un cerveau de 500 cm3. Or, nous avons un cerveau environ de 1400 cm3, et donc nous avons 900 cm3 de trop. Oui, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça rend pas forcément heureux, même si ça peut rendre intelligent. Mais bon, comment ça s'est produit une chose pareille? Eh bien, en plus, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ces 100 cm3 de plus ne sont pas mis n'importe où. Ils sont perdus proportionnellement dans les aires visuelles, par exemple, ou dans les aires olfactives, mais ils ont augmenté dans ce qu'on appelle les aires associatives, ou les aires cognitives, ou les aires du langage. Ce qui fait que non seulement l'appartement a été multiplié par 4, mais qu'on a diminué la cuisine et augmenté la salle de bain et le salon en bougeant les murs. Et bouger les murs, c'est bouger les bords. C'est-à-dire que toutes ces aires qui sont des aires corticales, en fait, vous voyez ici ce petit lémurien, vous voyez l'énorme aire visuelle, alors que chez nous, les aires visuelles, forcément, sont toutes petites. Ça ne nous empêche pas d'avoir un cerveau qui est quand même beaucoup plus gros. Toute proportion gardée, on travaille souvent chez la souris, chez nous. Vous voyez, un cerveau de souris et un cerveau humain. En bleu, c'est les aires préfrontales, donc des aires très importantes sur le plan cognitif. Ouais, c'est pas pareil, hein. Même un macaque, bon, c'est quand même assez limité sur le plan cognitif. Moi, j'aime bien les singes, hein, j'ai rien. Je suis un défenseur de la nature, bien entendu. Donc, alors, ce matin, M. Naon y faisait allusion. Quand nous nous sommes redressés, le conduit pelvien s'est rétréci. Il a fallu sortir plus tôt. Et donc, quand le petit de Sapiens sort, il n'est pas du tout terminé. Il est même très mal terminé. Et ça pourrait d'ailleurs se terminer très mal pour lui si on n'avait pas inventé des outils pour le défendre contre les prédateurs. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un petit Sapiens, c'est quand même un truc qui est très appétissant, qui peut être l'objet de beaucoup de convoitises quelque part au milieu de l'Afrique. Il y a, bon, on disait 120 000 ans, maintenant on dit 200 000, enfin c'est pas très important. Mais une des conséquences de ce développement tardif, c'est que le développement du cerveau est soumis à l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement a une influence de plus en plus forte sur le développement du cerveau, puisque ce développement se fait de façon postnatale. Et l'environnement étant de plus en plus riche, le cerveau est lui-même de plus en plus riche, de plus en plus compliqué, et donc sa construction même postnatale est soumise à des effets qu'on appelle d'apprentissage. Aujourd'hui, on dirait épigénétique, mais ça se ressemble en tout cas en partie. Ça ne se recouvre pas totalement. Donc, comment ça s'est fait, cette augmentation du cerveau? Écoutez, il y a différentes façons de faire, mais une des façons de faire, c'est d'avoir plus de progéniteurs qui prolifèrent au cours du développement. Donc, vous voyez ici, par exemple, qu'il y a des zones de prolifération de progéniteurs qui ont été inventées et qui font que, bien, un cerveau de Sapiens, un cerveau chez les primates, mais bon, Sapiens au plus haut niveau, mais chez les primates aussi, par rapport à d'autres mammifères, on a l'apparition de zones de production de neurones nouvelles qui font qu'on a plus de neurones formés dans un temps identique. Et là, vous voyez par exemple ce qui se passe entre une souris, un primate normal et un humain. Vous voyez que vous avez une augmentation du nombre de neurones qui est tout à fait considérable, ce qui est lié essentiellement à ces zones de prolifération. Aussi une mort moindre, on peut imaginer. Donc, j'ai dit augmenter la taille, oui.
bouger les bords aussi, parce que on augmente des fonctions qui sont des fonctions particulières. Et ça, c'est lié à l'expression de gènes, qu'on appelle des gènes de développement. Vous voyez ici, par exemple, que, alors voilà, ici un gène de développement qui s'appelle OTX2, qui est exprimé au cours du développement dans le cerveau. Là, un autre s'appelle NGREL. Et ici, vous avez un qui s'appelle EMX2, un autre qui s'appelle PAX6. Eh bien, si vous diminuez l'expression de ce gène ici, ce que vous avez, c'est que vous augmentez la taille du cortex sensoriel, somatosensoriel, vous diminuez la taille du cortex visuel. En revanche, si vous diminuez PAX6, vous augmentez la taille du système visuel. C'est-à-dire qu'en fait, de petites modifications d'expression de ces gènes peuvent avoir de grandes conséquences à taille égale de cerveau sur là où je mets les murs, les bords. Et donc, évidemment, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que ce ne sont pas tellement les gènes qui ont été modifiés. C'est vrai, nous avons les mêmes gènes que la souris, bien entendu, mais c'est le niveau d'expression, le temps d'expression et le lieu d'expression de ces gènes qui comptent le plus. Donc c'est les séquences régulatrices d'expression de ces gènes qui sont absolument fondamentales. Et même si nous n'avons pas énormément de différences sur le plan génétique, et j'y reviendrai parce que c'est faux, mais même si on admettait que nous n'avons pas une grande différence sur le plan génétique avec des chimpanzés, la mutation, ce qui est important, comme disait l'oncle de Borisian, c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe. C'est pas linéaire, ces choses-là. Donc si elle tombe dans un système de régulation qui fait que le gène va être exprimé 4 fois plus pendant une certaine période, ça aura des conséquences qui ne sont absolument pas linéaires par rapport à l'événement qu'est la mutation. Donc ça, il faut une vision purement quantitative du nombre de mutations dans un génome n'est pas une façon correcte d'apprécier l'importance de ces mutations. Donc oui, effectivement, Sapiens a gagné la course du génome, voilà. Même si, bon, on ne peut pas ne pas avoir une certaine empathie pour ces animaux qui sont des chimpanzés, qui sont, c'est vrai, nos plus proches cousins. Hein, ne l'oublions pas, nous sommes séparés environ, je dirais, de 14 millions d'années. 7 millions pour remonter vers l'ancêtre commun et 7 millions pour redescendre, parce qu'eux aussi ont évolué pour leur compte, hein, chacun dans son sens. Donc quand on dit il y a eu un ancêtre commun il y a 7 millions d'années, ça veut dire qu'on a 14 millions d'années de différence, parce qu'il faut remonter et redescendre. Donc, elle a gagné la course des gènes, l'espèce. Bon, c'est pas forcé que ça va se terminer bien. Ça, c'est une autre histoire. Donc, je suis moi personnellement assez convaincu que ça va mal se terminer. Mais voilà, on est là. Il n'y a pas de sortie. Enfin, il n'y en a qu'une. Rien ne presse. Donc, il y a différents types de choses qui peuvent se produire. Je ne vais pas vous les décrire toutes. Il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, qui sont plus parlantes que d'autres. Par exemple, ici, vous avez des régions qui sont accélérées au niveau des mutations chez Sapiens. Alors, ce sont des régions qui sont très conservées, par exemple, dans toutes les espèces, la souris, on va parler des mammifères, hein, la souris, les chimpanzés, les macaques, Sapiens, et donc qui sont des régions importantes, mais qui ont eu des taux de mutation dans le lignage Sapiens qui sont absolument ahurissants par rapport aux taux de mutation qu'on peut attendre normalement sur une petite séquence, par exemple, je ne sais pas, de 200, 300 nucléotides. Hein. Il y a aussi des promoteurs qui bougent très vite. Il y a donc, je vais en donner 2 ou 3 pour vous montrer. Alors là, par exemple, vous voyez, c'est un petit gène qui s'appelle HAR, ça veut dire Human Accelerated Region. Donc, vous voyez qu'ici, tout d'un coup, il y a un nombre de mutations absolument incroyables. C'est un petit ARN, donc ce n'est pas une protéine. Hein, ce n'est pas un ARN codant, ça ne fait pas de protéine, c'est un ARN régulateur. Vous savez qu'en fait, le génome, il y a 1% de génome qui code pour des protéines, et tout le reste, c'est ce qu'on appelait le junk DNA, DNA poubelle, qui n'est pas du tout du DNA poubelle, mais qui code pour des séquences qui sont des séquences régulatrices, très souvent des séquences d'ARN qui ne sont pas traduites en protéines. Et puis évidemment, il y a les promoteurs, tout ça. Donc là, c'est un petit ARN régulateur qui s'est évolué extraordinairement rapidement le long de notre lignage, et qui est impliqué qui est exprimé par des cellules qui sont très importantes, qu'on appelle Carl Rhesus, et qui régulent la migration des neurones le long de l'axe Z du cortex. On a un autre ici qui a été publié hier, donc je n'ai pas résisté à le fait de le rajouter. C'est un HAR5, hein, et qui en fait est impliqué dans la vitesse du cycle cellulaire. C'est-à-dire, plus un progéniteur neurone se divise vite, et plus avoir le temps de faire de neurones dans un temps court. D'accord ? Donc en fait, si vous régulez le temps mis pour faire un cycle cellulaire, vous allez faire plus de cellules en un temps donné. Et en fait, ça, c'est un HAR qui apparemment
a l'air d'être impliqué dans la vitesse de prolifération des neuroblastes. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on va modifier la taille si on prend l'HAR humain et qu'on le met dans un cerveau de souris, eh bien, on va pouvoir augmenter la taille du cerveau de souris. Donc ça, ce sont des petites mutations, si vous voulez, qui peuvent arriver dans des éléments régulateurs, qui vont avoir des effets tout à fait étonnants sur le développement du système nerveux. Là, c'en est un autre, c'est une autre façon de faire, c'est qu'il y a des régions qui sont très très conservées chez tout le monde, sauf chez nous. C'est que dès l'été, elles sont conservées et délétées, c'est pour ça qu'on les appelle les condels. Human condels, c'est des régions délétées chez l'homme, mais qui sont conservées chez tous les autres. Et très souvent, quand on a une délétion comme ça, bon, ça a des effets, bien entendu, et là, ça a des effets très probablement sur la prolifération aussi des cellules souches. Alors, ce que vous savez, je pense, maintenant, c'est que les gènes ne fonctionnent pas tout seuls, les gènes fonctionnent en réseau. C'est-à-dire qu'on a des fonctions, des gènes qui sont co-régulés, des systèmes de co-expression génétique. Et puis, on peut comparer ce qui se passe, par exemple, entre un chimpanzé et un sapiens avec des modules génétiques. Et vous voyez qu'ici, par exemple, chez sapiens, il y a un module de co-expression qui apparaît, qui est en fait un module de co-expression extraordinairement intéressant, essentiellement dans le cortex frontal. Et quand on regarde les gènes qui sont co-régulés ici en bleu chez sapiens, mais qui ne sont pas co-régulés chez le chimpanzé, on voit qu'ils sont impliqués dans la régulation du métabolisme énergétique, les fonctions mitochondriales, la formation des synapses, le docking des vésicules. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut apparaître que dans des études de génomique fonctionnelle. C'est très intéressant l'histoire du métabolisme énergétique parce que c'est une des choses que Sapiens a inventées. C'est-à-dire que nous sommes une des bêtes les plus résistantes sur le plan métabolique. Un Sapiens de bonne taille peut aller battre une antilope à la course, non pas en vitesse instantanée, mais sur une durée de 40 km de course, aucune bête ne peut résister. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à la cueillir si on était capable de la suivre pendant 40 km. Alors, ça, c'est le résultat d'un métabolisme énergétique extraordinairement puissant chez Sapiens, dont il a aussi besoin pour nourrir son cerveau. J'ai dit 900 cm3 de trop, c'est beaucoup d'énergie, c'est énormément d'énergie. Il faut savoir que le cerveau, qui est 2% du poids du corps, consomme 20% de notre métabolisme énergétique, 20% de notre ATP. Au point qu'on peut penser que beaucoup de maladies neurologiques ou psychiatriques sont des maladies métaboliques, c'est-à-dire que le neurone s'asphyxie. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est là, qui est très intéressant sur le plan métabolique. Nous avons appris, là je vais passer sur celui-là parce que c'est pas très intéressant. Voilà, bon, alors on va aller assez vite, parce que je vois qu'on est un tout petit peu pressé, que notre monsieur qui gère cette voudrait avoir des questions pour tout le monde, donc je pense que je vais un petit peu accélérer, mais ce que je voudrais, c'est que vous entendiez la musique. Si nous avons aussi une culture sur le plan de la vie, qui fait, et en particulier de la nutrition, qui fait que nous pouvons consacrer à nous nourrir environ, disons, 1 ou 2 heures par jour. Pas de moins en moins, mais si nous étions des chimpanzés ou des gorilles, il faudrait que nous passions 12 heures par jour à manger. Ça ne laisserait pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Je veux dire, réfléchir, écrire la logique de la raison pure, enfin, des choses comme ça. Mais il y a d'autres trucs à faire aussi. Mais en l'occurrence, vu le poids du corps et le poids de notre cerveau, nous nous placerions quelque chose par là, c'est-à-dire qu'avec 90 kilos, il nous faudrait à peu près 10 heures consacrées à la recherche de la nourriture et à notre nutrition. La cuisine a été une grande invention humaine, car elle permet de précuire les aliments et en particulier donc d'avoir un rendement énergétique beaucoup plus fort sur le plan de la nutrition. Donc ça, c'est un truc assez amusant. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'on mange de moins en moins longtemps. Bah, on peut s'en réjouir, on peut s'en lamenter, mais c'est pas grave. Donc je vous passe aussi ici. Alors là, c'est un truc que j'aime bien le rappeler quand même aux gens, c'est que il y a des tas de gens qui pensent que le génome, c'est comme une sorte de texte sacré, qu'on n'y touche pas. C'est très stable. En fait, il n'y a rien de plus instable qu'un génome. Ça bouge tout le temps. Et chez Sapiens, ça a énormément bougé. En fait, 40% de notre génome est fait d'éléments instables, et en particulier ce qu'on appelle des éléments mobiles. Alors, beaucoup maintenant sont fossilisés, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de bouger. Hop, pardon.
ils ont cessé de bouger. Il y en a encore une centaine chez nous qui bougent et qui vont d'un endroit à l'autre et qui créent des mutations dans les cellules germinales, mais aussi dans les cellules souches somatiques. Et ces différentes transpositions qui sont produites au cours de l'évolution, eh bien, ont évidemment, à la suite d'insertion dans des différents endroits du génome, modifié le génome, modifié les régulations, et ça a été une force évolutive évidemment extrêmement forte, qui peut continuer. On donnera quelques exemples si ça vous intéresse au cours de la discussion. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, et je vais terminer sur... donc, une grande différence avec même si nous sommes des singes, c'est-à-dire que je suis darwinien, bien entendu, donc on ne peut pas ne pas dire que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des animaux, mais nous sommes des animaux extraordinairement différents des autres animaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. C'est un accident, hein. Vous imaginez quand même 900 cm3, je veux dire, c'est effarant quand même. Mais bon, voilà. Mais en même temps, ça a eu des conséquences au niveau, je disais, du cortex, et en particulier le développement de ce qu'on appelle des systèmes inhibiteurs. C'est-à-dire qu'énormément de systèmes inhibiteurs dans le cortex sont mis en place, qui sont très importants sur le plan cognitif. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vous dire que bien que nous soyons des animaux très différents des autres, j'avais utilisé le terme, il y a très longtemps, anature par nature, c'est-à-dire comme expulsé de la nature, mais à la suite, évidemment, de phénomènes de sélection qui sont des phénomènes naturels. Eh bien, je vais vous montrer quand même, sur la base de certaines expériences, que nous pouvons quand même utiliser les animaux pour comprendre ce qui se passe chez Sapiens. C'est-à-dire que la recherche expérimentale sur les souris peut nous faire comprendre des phénomènes qui sont spécifiquement humains, et en particulier au niveau de pathologies, qui sont des pathologies spécifiquement humaines. Parce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui le fait que finalement, avec un tout petit peu de bioinformatique et de gènes identifiés chez des malades, on n'a plus besoin de faire de recherche expérimentale. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux que de s'imaginer qu'on n'a plus besoin de faire de recherche expérimentale sur l'animal pour développer d'abord des connaissances, bien entendu, ce qui est quand même... on a un gros cortex, mais ça a des conséquences, c'est-à-dire que nous sommes des animaux de culture et que la production de connaissances nouvelles fait partie quand même de, entre guillemets, notre ADN, comme on dit aujourd'hui, mais est une fonction importante de Sapiens. Notre problème n'est pas uniquement d'augmenter le produit national brut, c'est aussi de produire des connaissances nouvelles. Même si cela aura des conséquences très importantes sur le plan de l'innovation, sur le plan de l'économie, et ça en a quotidiennement. On a vu des exemples ce matin, c'était extraordinairement intéressant. Les trois exposés auxquels j'ai assisté m'ont vraiment enthousiasmé. Tout ça pour revenir à mes interneurones. Et dans le cortex, ces interneurones, et en particulier ici des neurones qu'on appelle cellules basket cells, qui sont des neurones à parvalbumine, sont des neurones qui contrôlent énormément les sorties excitatrices. C'est-à-dire qu'on a un contrôle sur la sortie excitatrice qui vient du cortex, dans toutes les régions du cortex. Donc je vais aller assez vite là. Je passe sur les... Oui. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est les questions des périodes critiques. Donc la plupart des étudiants que je connaisse pensent qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans et qu'on devient idiot après. Et, je peux comprendre qu'ils se vengent sur quelques vieillards qui leur font les cours, mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est bête jusqu'à un certain âge, on est intelligent pendant une petite période et on redevient bête. Et cette petite période pendant laquelle on est intelligent s'appelle la période critique, la bien nommée. Donc, cette période critique, c'est la période pendant laquelle le cortex, je vous disais, on se développe dans la vie postnatale énormément. Le cortex mature pendant la vie postnatale. Donc, la période critique, je devrais dire les périodes critiques, sont les périodes pendant lesquelles le cortex est sensible à l'information qui vient de l'extérieur. Alors, il y a plusieurs périodes critiques. Par exemple, pour le langage, les périodes critiques, pour dire que jusque vers 7, 8, 9 ans, on peut apprendre une langue étrangère quasiment sans accent, disons 4, 5 ans. Un instrument de musique, bon, passé 20 ans, on pourra apprendre à jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas si négatif que ça. Ça reste un peu plastique. Mais ce sera plus difficile d'apprendre à jouer du violon à 25 ans ou à 30 ans ou à 40 ans que si on met un violon entre les pattes entre 5 et 10 ans. Pour la vision binoculaire, qui est une autre forme d'apprentissage, j'ai entendu ce matin que nous avons inventé la vision avec les deux yeux frontaux, donc on a une très bonne vision binoculaire. Les ours aussi, et quelques chouettes, mais
c'est vrai que ça s'apprend à un certain âge. C'est-à-dire que si un môme a une cataracte et que vous n'opérez pas la cataracte avant l'âge de 4-5 ans, le môme deviendra amblyope, c'est-à-dire qu'il ne développera pas l'acuité visuelle pour l'œil qui est resté fermé. L'autre œil va prendre le dessus. Parce que c'est un moment où il y a une compétition pour les cibles corticales, et cette compétition, eh bien, elle est liée à l'activité sensorielle pour ce qui est de la vision, l'audition, mais aussi des périodes critiques qui sont plus complexes, sur lesquelles je terminerai cet exposé dans quelques minutes, rassurez-vous. Donc, une des périodes critiques, bon, c'est un travail là qu'on a fait avec des collègues maintenant de Harvard essentiellement. Je ne vais pas vous parler trop de notre travail, je vais juste aller très vite. Donc, sur l'histoire de la période critique pour la vision binoculaire, qui est un modèle d'étude de plasticité corticale. Chez la souris, c'est pas chez Sapiens, la souris elle a les yeux un peu sur le côté, donc l'œil contralatéral gagne plus de force que l'œil ipsilatéral, mais il a quand même de la force. Les souris ont une vision binoculaire. Et chez une souris, vous fermez l'œil contralatéral avant le P20, c'est-à-dire 20 jours après la naissance, elle s'en fiche complètement, elle développera sa vision binoculaire. Si vous lui fermez l'œil après 40 jours après la naissance, cette semaine, elle s'en fiche complètement, elle développera une vision binoculaire. Mais si vous lui fermez un œil entre 3 semaines et 6 semaines, entre P20 et P40, eh bien cet œil deviendra paresseux, ce qu'on appelle le lazy eye, c'est l'amblyopie. 3% des humains sont amblyopes. Il y a peut-être des amblyopes dans cette salle, ce n'est pas impossible. Si on est plus de 100, on peut imaginer qu'il y a au moins 1 ou 2 amblyopes. Donc, ce n'est pas une maladie très grave, mais c'est une maladie qui reflète une plasticité du cortex pendant la période où je vais avoir fermé l'œil. Avant, il n'est pas plastique. Pendant la période critique, il est plastique, il est intelligent. Après, il est bête, il n'est plus plastique. D'accord? Donc, je vais vite. Vous voyez, ce que nous avons découvert avec mon collègue japonais, mais maintenant américain, puisqu'il est à Harvard, c'est que la période de plasticité est liée au voyage d'une protéine entre le plexus choroïde, qui est une structure qui baigne, qui sécrète ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, d'une protéine qui se balade entre le plexus choroïde et ces petits neurones, ici, qui sont les neurones inhibiteurs. Et que quand on arrive à un certain niveau de protéines, dans ces cellules qui le capturent, alors on ouvre la plasticité. Tout d'un coup, le système nerveux devient plastique, là, pour la vision binoculaire. Et puis, je continue à remplir ma cellule avec cette protéine qui vient du plexus choroïde, et j'atteins un deuxième niveau et je cesse d'être plastique. Je perds la plasticité, je ferme la période critique. D'accord ? Et ce que je vais vous montrer, c'est que je peux aller... Cette protéine continue de se promener toute la vie, c'est-à-dire que toute la vie, la plasticité, disons, c'est le système par défaut. Je suis intrinsèquement plastique. C'est pas bon d'être plastique. Je vous rassure tout de suite, c'est pas bon d'être plastique. Et vous savez pas avec qui vous vivez. Vous êtes une salamandre si vous êtes trop plastique. C'est pour ça que chez les salamandres, je coupe le cerveau, ça repousse. Chez les poissons, je coupe le cerveau, ça repousse. Chez les poulets, je coupe le cerveau, ça repousse. Chez Sapiens, je coupe le cerveau. Je vous encourage pas à faire la manip. Donc, mais je connais le résultat. Donc, mais ça, c'est parce qu'il y a une perte de plasticité qui est nécessaire, en fait, à stocker des informations dans le cortex. Il faut que ça reste là-haut, quand même. Je fais simple, mais de nouveau, ce que je veux, c'est que vous compreniez la musique de cette histoire. Et donc, tout mon truc est plastique, mais il cesse de l'être parce que cette protéine arrive du plexus choroïde vers ces neurones et les maintient, en fait, dans un état inhibiteur fort. Et puis, si j'utilise des trucs pour diminuer chez l'adulte le taux de protéines, alors je peux rouvrir la plasticité. Et ce que vous allez voir, c'est qu'on peut le faire par des technologies que je ne vais pas trop insister, parce que je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on peut supprimer transitoirement cette protéine dans le plexus choroïde ou dans les plexus choroïdes. On peut diminuer le niveau de cette protéine dans les neurones par valbumine, parce qu'on supprime la source ici, au moins transitoirement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, je vais prendre une souris amblyope. Alors, je prends une souris, et entre P20 et P33, par exemple, je lui ferme l'œil contralatéral. Ensuite, ma souris va avoir perdu sa acuité visuelle dans cet œil, c'est-à-dire qu'elle va être amblyope. Maintenant, je prends cette souris chez l'adulte, et chez l'adulte, je supprime l'arrivée de cette protéine dans les neurones par valbumine, et je laisse ma souris se promener dans un espace qui est un espace bidimensionnel, où il y a une profondeur, une vision binoculaire. Eh bien, cette souris récupère
sans vision binoculaire. C'est-à-dire que je restaure l'acuité visuelle chez ma souris, chez l'adulte, parce que chez l'adulte, on aura rouvert une période de plasticité. Donc on peut manipuler de façon pharmacologique ou génétique les périodes de plasticité dans un cortex adulte, au point que dans ce cas-là, ce qu'on a pu faire, c'est guérir en fait une maladie neurodéveloppementale. Donc ça, c'est assez amusant, hein, ça nous a amusés en tout cas. Je ne vais pas vous dire comment on l'a fait exactement, j'allais plus loin. Donc, mais ce que nous avons vu aussi, c'est que cette protéine qui passe, qui en fait est un facteur de transcription, hein, ça c'est pour les spécialistes, si vous voulez poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. J'adore parler de ce que je fais, même si j'essaie de faire le moins possible. Mais donc cette protéine qui est un facteur de transcription, qui arrive donc dans les neurones par albumine, il n'arrive pas que dans les neurones du cortex visuel. Cette protéine arrive dans tous les neurones du cortex par albumine, ces petites cellules inhibitrices, Pascal cells, dans toutes les régions du cortex, et elle ne rentre dans ces neurones que quand cette région du cortex est stimulée, parce qu'il y a un récepteur qui apparaît à la surface à ce moment-là. Et donc, ce qui veut dire que ce système de régulation de la plasticité, par ces facteurs qui viennent du plexus choroïde, c'est le plexus choroïde, tout le monde s'en moquait dans le temps. On disait « Ah, c'est le rein du cerveau ». Excusez-moi, mais on peut vivre sans cerveau, on ne peut pas vivre sans rein. Donc, c'est important, le rein du cerveau, d'accord? Donc, ces petits... ça va aussi dans des régions du cortex. Je l'ai dit, le cortex, il a une structure assez uniforme. J'ai déplacé les bords au cours de l'évolution. Et si j'ai pu déplacer les bords, c'est parce que la structure est uniforme. C'est-à-dire que si je prends du cortex visuel, je transforme en cortex somatosensoriel, c'est les mêmes cellules. Donc il fallait que ce soit uniforme au départ, puisque je puisse bouger les pores, parce que sinon ça ne sert à rien. Et donc ce que ça veut dire, c'est que cette arrivée de protéines, cette régulation de la plasticité corticale chez l'adulte, ou au cours du développement, eh bien je pourrais la manipuler dans des régions plus intéressantes que le système visuel. Parce que l'amblyopie, honnêtement, ce n'est pas une maladie. Bon, c'est pas très grave, on s'habitue à être amblyope. Mais il y a peut-être des périodes critiques qui sont plus importantes. Et il y a une période critique sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Bon, on a montré que ça marchait aussi dans le système visuel. C'est les périodes critiques qui sont liées à des maladies psychiatriques. Donc, de plus en plus, les chercheurs en neurosciences, après tout, je suis neurobiologiste, les chercheurs en neurosciences pensent qu'au-delà des mutations, au-delà des formes génétiques, etc., de ces maladies psychiatriques et neurologiques, qui sont effectivement des formes réelles, c'est pour m'indiquer qu'il faut que j'arrête Non. Donc, non, mais il y a des messages subliminaux auxquels je suis très sensible. Pas culpabiliser, voilà, non, voilà. Quand même. Donc, il y a une période critique à laquelle vous devez quand même dont vous devez vous souvenir, ça s'appelle la puberté, par exemple. Au moment de la puberté, il y a les hormones qui arrivent partout, hein, mais n'épargnent pas le cortex. Et de toute évidence, à ce moment-là, le monde change. Hein, c'est-à-dire que vous ne regardez pas les gens de la même façon, les gens ne vous regardent pas de la même façon, et vous-même, vous ne regardez pas tout à fait de la même façon. Donc, il faut s'adapter à ce changement de milieu, qui est un changement absolument, c'est une métamorphose, c'est quelque chose, c'est épouvantable, hein, c'est un véritable orage. Et donc, il faut s'adapter à ce changement de milieu, et il faut que le cortex, et en particulier les régions préfrontales du cortex, s'adaptent à ce milieu. Or, les systèmes inhibiteurs, comme vous voyez, augmentent énormément dans le cortex préfrontal, qui est une des régions les plus importantes pour les rapports, je dirais, sociaux, essentiellement, ou cognitifs. Et bien, vous voyez que les systèmes inhibiteurs se mettent en place vers 10, 15, 16 ans, c'est-à-dire qu'à ces périodes où on a les signes prodromiques de ces maladies psychiatriques. Donc il y a beaucoup de psychiatres qui aujourd'hui pensent que certaines formes de ces maladies, parce que dire la schizophrénie c'est idiot, c'est-à-dire que ça recouvre beaucoup de choses, sont des maladies de période critique. Et de fait, il y a des modifications de la cognition à cette période-là, c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on appelle des figures de Mounet. Figures de Mounet, c'est-à-dire que tout de suite vous ne voyez pas ici que c'est un visage. Il vous faut un certain temps pour voir que c'est un visage. Il faut que votre cortex d'un coup puisse voir que c'est un visage. Donc c'est une épreuve cognitive et il y a une période qui est en fait late childhood et early adolescence où en fait on a un problème pour reconnaître
On met plus de temps à reconnaître une figure de Monet, et c'est lié à des maturations des circuits neuronaux dans le cortex préfrontal. Donc, on pense qu'il y a une période critique là. Est-ce que l'étude chez la souris, et c'est là que la souris est intéressante, parce qu'il n'y a pas de modèle murin de maladie psychiatrique. Hein, faire une souris schizophrène, excusez-moi, mais enfin, c'est un peu compliqué. Mais si une maladie de la période critique chez la souris, et il y a des périodes critiques chez la souris, deviennent des modèles de maladies de période critique, et si certaines maladies humaines sont des maladies de la période critique, alors l'étude de l'amblyopie chez la souris devient un modèle animal pour l'étude d'une maladie spécifiquement humaine. Et donc, c'est pour ça que, indépendamment de l'intérêt de toutes les techniques les plus contemporaines d'elles-mêmes qu'on puisse imaginer, je ne pense pas qu'on puisse encore aujourd'hui, se passer de l'étude chez les animaux. Même, alors, c'est vrai que nous sommes des animaux, je pense que Darwin nous l'a bien montré, que tout darwinien matérialiste doit absolument admettre que nous sommes des animaux, mais en même temps nous sommes des animaux très très différents, et nous, ce que j'appelle être et ne pas être un animal. Et de ce fait, bien entendu, nous avons besoin de comprendre la spécificité de l'humain. Hein. Donc nous sommes des animaux spécifiques, il y a des choses qu'il faut comprendre, les études génétiques, les études épigénétiques, tout ce que j'essaie de vous montrer dans le début de cet exposé nous permettent de comprendre par quel cheminement nous sommes arrivés à ce stade où nous sommes, quoi. C'est pas toujours une marade hein, d'être humain. C'est-à-dire qu'on était peut-être mieux dans la forêt, mais bon, trop tard. Mais en même temps, le fait que nous sommes des animaux fait que les animaux restent des modèles expérimentaux extrêmement importants pour comprendre aussi ce qu'est l'humain. C'est devant cette petite contradiction que je me fais un plaisir de terminer en vous rappelant que, quelle que soit l'immensité de la culture chimpanzé, je pense que la culture humaine est quand même encore très supérieure et que ça va durer un certain temps. Voilà.